C'est la chute et c'est maintenant. Donc voilà, on va se lancer sur l'affaire Smirnov. Alexander Smirnov, d'ailleurs une petite excuse, je l'ai souvent appelé Victor parce qu'en fait j'ai mélangé avec Victor Shokin qui était ce procureur soi-disant anticorruption qui en fait n'était absolument pas intéressé par la corruption. Et donc, Alexander Smirnov, donc vous le savez, ça a été une émission il y a 2 jours avec les révélations de son arrestation à Las Vegas. Je crois que pour la Saint-Valentin ou quelque chose comme ça, pour le 14 février, son arrestation, le fait que Smirnov a été informateur du FBI a été arrêté parce que il a communiqué des fausses informations au FBI. Ces fausses informations, c'est en fait le dossier Hunter Biden, Joe Biden, qui a accusé Joe Biden et Hunter d'avoir touché 5 millions de dollars chacun pour avoir empêché justement les enquêtes de Shokin, alors que c'était exactement le contraire qui se passait. Le FBI a fait son enquête. Le problème donc les déclarations de Smirnov étaient dans un document, le 1043, et ce 1043 a été utilisé par les républicains de la Chambre du Congrès pour lancer une enquête en destitution de, de Joe Biden, d'aller surtout dans les médias, plus de 86 invitations à l'émission de Sean Hannity, qui est la plus grande. Thomas, tu me disais combien de personnes et à 110 millions d'Américains, que vous compreniez, à 110 millions d'Américains qui suivent Fox News, qui sont abonnés à Fox News. Donc lorsque Fox News parle parle de milliers de fois, de dizaines de milliers de fois dans une année de cette affaire-là, lorsque sa plus grande émission ouvre son plateau 86 fois, 86 fois à ces thèses-là, vous comprenez les effets que ça a sur l'opinion publique. Et donc, non seulement on a appris via Smirnov que ces informations étaient fausses, mais que surtout, ces informations, en fait, lui avaient été fournies par les services de renseignement russes et que donc c'était une tentative de déstabilisation de la présidence américaine pour faire tomber Joe Biden et permettre l'élection de Donald Trump. Ce sont des accusations extrêmement graves, donc vous savez qu'il a été présenté devant la justice et que le juge, après avoir entendu tout ça, et le fait qu'il était aussi un risque pour pouvoir partir à l'étranger, qu'il disposait de liquidités importantes, la possibilité d'utiliser un passeport israélien, il a la double nationalité, etc., etc. Le juge de Las Vegas, Albrecht, a décidé qu'il pouvait rester en liberté en attendant son procès. On va en parler tout de suite, mais avant ça, sur l'impact politique, déjà sur l'impact médiatique, et c'est ce qui est extrêmement frustrant avec ce genre d'affaires, même si depuis ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur, parce que c'est une affaire d'État qui va devenir de plus en plus importante à mesure que les témoignages arrivent, à mesure que les informations sortent et que les journalistes d'enquête indépendants font les connexions, comme j'en ai fait quelques-unes que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ce qui est frustrant, c'est de voir le côté disproportionné des médias américains qui ont mis en avant, je vous l'expliquais, sur Fox News, mais pas que, aussi des journaux extrêmement sérieux comme le New York Times ou le Washington Post, qui ont mis en avant les accusations qui en fait venaient de Smirnov. On ne savait pas que ça venait de Smirnov, mais les accusations qui venaient de Smirnov, ils les ont mis en avant, ils leur ont donné une vitrine permanente, et qui là ont très très peu parlé
même si ça commence à bouger, de l'arrestation de Smirnov. Il faut savoir que le New York Times, par exemple, et c'est une affaire d'État, en a parlé dans son édition papier, dans un encadré à la page 16 du journal. Pas un titre, pas un rappel de une, rien. Page 16 du journal, alors que les accusations, elles, ont fait la une. Donc c'est vraiment le côté le plus frustrant, mais il y a eu quand même des moments extrêmement forts au niveau des médias, comme cette interview sur CNN d'un élu républicain que vous connaissez, on l'a souvent mis en avant, du Colorado, qui s'appelle Buck, qui a décidé d'ailleurs de prendre sa retraite parce que il a été, alors que c'est quelqu'un qui fait partie plutôt de la droite extrême, radicale, en tout cas la droite dure, très conservatrice du Parti républicain. Il a été visé lorsqu'il ne voulait pas, il n'était pas certain pour qui il voterait pour remplacer McCarthy comme speaker. Il a été menacé, etc. Du coup, il a annoncé son départ à la retraite. Et pour la petite histoire, c'est Lauren Boebert, vous voyez de qui je parle, qui va se présenter dans son district, parce que c'est un district ultra républicain et qui devrait permettre à Boebert d'être élue, alors que c'était même plus certain qu'elle soit élue dans son ancien district. Et donc Buck était invité sur CNN et est revenu sur le 1043, donc ce fameux document que je vous ai partagé sur KissKiss et qui est désormais dans notre drive d'information grâce au travail de nos chutistes. Et donc ce 1043, il a avoué en direct que les élus, Jim Jordan, Comer, Grassley, tous ces élus républicains, Marjorie Taylor Greene, avaient été prévenus par le FBI que ces informations-là n'étaient pas crédibles et qu'il y avait une enquête en cours. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, mais là, ça a beaucoup plus d'impact parce que c'est confirmé par un élu républicain. On regarde ça tout de suite. So James Comer and Jim Jordan, they knew that this was not corroborated information, yet they still went public with it, talked about it on television, used it to fuel these investigations regardless? That's what it appears. I certainly didn't have any evidence outside the statement itself that it was credible. And as a prosecutor for 25 years, Caitlin, I never went to the public until I could prove the reliability of a statement. And even then, the only public statement a prosecutor makes is the charging document. Let's see what the evidence is in this impeachment, if there is more evidence, before going forward. Donc c'est quand même extrêmement troublant, je vous le dis, on est dans une affaire d'État, c'est que donc il confirme, c'est cette longue question qui est posée par le journaliste, que il savait que ce n'était pas crédible, que il n'y avait pas de preuves, et ils ont quand même décidé de s'emparer de ce dossier-là et non seulement de l'utiliser pour lancer une enquête qui est toujours en cours, et apparemment ils ne veulent pas renoncer, ils n'ont pas d'autres preuves, pas d'autres témoignages, mais ils ne veulent pas renoncer. Une enquête pour destituer Joe Biden et le fait qu'il n'existait aucune preuve, donc à la fois l'enquête et le fait d'une espèce d'une blitzkrieg médiatique. La publication du 1043 l'été dernier a entraîné une présence massive sur les antennes, entre autres de Fox News, où il y a eu édition spéciale, après édition spéciale, après édition spéciale, après édition spéciale. Donc ça, c'était pour le contexte. Maintenant, revenons 2 secondes à Smirnov, parce qu'il s'est passé ces derniers jours des choses extrêmement intéressantes. Vous savez, vous avez été choqués comme tout le monde lorsque je vous ai expliqué que le juge, j'ai reçu la transcription de la totalité j'ai pas encore eu le temps de finir de lire la totalité de la transcription du débat, du moment où
les avocats ont essayé de convaincre, les avocats de Smirnov ont essayé de convaincre de libérer leurs clients, et les avocats du FBI ont essayé de convaincre le juge de garder Smirnov en détention. Et donc j'ai la totalité, hein, c'était à Vegas, c'était facile, j'ai la totalité de ces échanges-là, les remarques du juge. Et pourquoi je veux les lire? Parce que je veux comprendre pourquoi, dans une affaire aussi sensible, le juge a décidé de laisser Smirnov en liberté. J'espère trouver les réponses et pas simplement me dire « Ah ben oui, tiens, le juge l'a fait parce que c'est un juge fédéral qui en 2019 a été nommé par Donald Trump. » Je ne veux pas rentrer dans cet état d'esprit de dire ben voilà, c'est un président républicain ou un président démocrate qui vous a nommé, et donc cela altère vos décisions de justice. Donc je vais lire ce document et je vous en parlerai. Mais bon, ce qui est intéressant dans tous les cas, Smirnov, c'est les quelques photos, sont les seules photos qui existent de lui pour l'instant. Donc Smirnov a été rendu en liberté, il est retourné à son domicile, et donc le lendemain, il était chez son avocat lorsque, toc toc, on tape à la porte, bonjour, c'est le FBI, et le FBI est revenu et l'a arrêté de nouveau, sans respecter la décision d'un juge fédéral. C'est énorme, hein, ils n'ont pas respecté un juge fédéral. Ce qu'a fait le FBI, c'est que ils se sont dit oui, il a été arrêté à Las Vegas, district du Nevada, mais le dossier est en Californie. C'est là qu'il y a le grand jury qui l'a inculpé. Donc, on va aller voir un juge de Californie pour le convaincre de placer Smirnov en détention. Et donc, le juge a accepté la requête de Smirnov. Hein, vous avez là son mandat d'arrestation. Hein, ce sont des beaux documents. Donc, vous avez le mandat d'arrestation de Alexander Smirnov, qui a été prononcé par un juge de Californie. Donc, Californie, État mitoyen du Nevada. Le FBI, hier, est arrivé avec Smirnov en disant, l'avocat dit non mais c'est pas possible, il y a une décision du juge, il dit oui mais nous on a un mandat de notre juge, et donc on arrête votre client. Donc le FBI a récupéré Smirnov, donc Smirnov n'est plus en liberté. Là-dessus, les avocats de Smirnov ont fait une requête en urgence, que j'ai aussi une requête en urgence devant le juge initial en disant « Monsieur le juge, ils n'ont pas respecté, le FBI, les États-Unis n'a pas respecté votre décision fédérale. On vous demande de nous recevoir requête en urgence. » Donc, il réexplique dans cette requête en urgence toute la chronologie de ce que je vous ai raconté. On passe au document suivant, et donc qui reprécise que c'était, je crois, dans le prochain, je pense, c'est le dernier point qui précise que il a été bien réarrêté de nouveau, et que c'est lié à cette décision prise par un juge en Californie. Donc, on a maintenant une guerre des magistrats, d'autant plus que le juge de Las Vegas a immédiatement répondu à cette demande-là, parce qu'on imagine qu'il doit être outragé que le FBI n'a pas respecté sa décision, et c'est un énorme risque que vient de prendre le FBI. Parce qu'il ne faudrait pas que pour un vice de procédure, le dossier Smirnov tombe à la poubelle. C'est un vrai risque. Mais si le FBI est prêt à se prendre ce risque, c'est que, j'espère qu'ils ont un dossier suffisamment solide derrière, on va en reparler dans quelques secondes, et que 2, ils estiment qu'il ne faut absolument pas que Smirnov soit en liberté,
que peut-être il est en danger, au-delà du fait le danger de le voir fuir, peut-être qu'ils craignent qu'il ait un accident, qu'il tombe d'une fenêtre ou quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est peut-être un argument qui va être mis devant le juge. Mais en tout cas, le juge de Las Vegas a publié sa réponse immédiate en convoquant tout le monde cet après-midi à 16h30. Il est 13h30, à Las Vegas. Donc à 16h30, non, c'est pas celui-là, c'est juste un document long, c'est minutes, non, c'est pas très grave Thomas. Donc à convoquer, voilà, minute order, donc à convoquer tout le monde devant le tribunal aujourd'hui à Las Vegas à 4h30 de l'après-midi, hein, il est 13h30, pour voir pourquoi le FBI n'a pas respecté sa décision et pour se reprononcer sur la détention ou pas de Smirnov. Parce que, vous comprenez bien, cette arrestation de Smirnov, ce n'est pas une procédure d'appel. Le FBI aurait pu suivre la procédure. Souvent, je vous expliquais que tout prenait du temps parce que c'était nécessaire de suivre la procédure. Donc là, le FBI a dit non, on n'a pas le temps de partir en appel, même s'il y a des appels en urgence, on n'a pas le temps de le faire. On ne veut pas que Smirnov soit en liberté. Et donc le juge de Vegas a publié ça, et là-dessus, le juge de Californie a dit non, non, allez, un de plus, c'est moi qui vais convoquer Smirnov, c'est ma décision qui a la précédence, qui est la plus importante. Et donc, après la décision du juge de Vegas d'avoir son audition aujourd'hui, il y a ce document qui a été publié aujourd'hui, qui explique, alors là c'est complètement fou, qui explique que, sans justifier, alors est-ce que c'est les nouveaux éléments, que apparemment ils craignent que l'avocat de Smirnov l'aidait à organiser sa fuite en dehors du pays. Voilà, on en est là. Et qui conclut que lundi, il y aura cette audition avec Smirnov pour continuer sa détention. Donc on a deux auditions différentes. On en a une aujourd'hui à Vegas pour qu'il reste libre et une lundi en Californie pour qu'il est en prison. Et le juge conclut que il prévient donc le US Marshal, donc c'est ce service fédéral qui est en charge des prisonniers. Vous avez vu le film Le Fugitif avec Harrison Ford et comment s'appelle l'acteur Thomas? Ouais, Tommy Lee Jones. Vous voyez, Thomas sert à tout. Hein. Thomas sert à tout. C'est pratique d'avoir un Thomas avec vous. Je vous le recommande. Et donc, Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones était en charge des fugitifs, donc en charge des prisonniers fédéraux. Et donc là, il écrit en gras en disant qu'il prévient, il informe le US Marshal qu'ils doivent se fier à cette décision, que Smirnov doit rester en prison, et que même, ça veut dire que même si ce soir, le juge de Vegas ordonne sa libération, lui ordonne à US Marshal de ne pas le libérer. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est une affaire qui, aujourd'hui, va faire 10 lignes dans le New York Times. Il y a des risques insensés de la part du FBI, des risques insensés à la hauteur des enjeux, des risques insensés de magistrats qui décident que non, il faut absolument, des accusations qu'un avocat est en train d'aider son client à quitter le pays. Et derrière ça, ne l'oublions pas, Smirnov a tenté d'enfumer le FBI en donnant les fausses informations du dossier Biden
informations qui lui ont été données par les renseignements russes et qui sont utilisées aujourd'hui encore par les républicains MAGA de la Chambre des représentants pour demander la destitution de Joe Biden. C'est une affaire d'État, mais qui pour moi est plus importante que le Watergate, par exemple. Plus importante, plus complexe, et dont les effets sont encore plus importants que l'affaire du Watergate. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. On vit ensemble un moment d'histoire complètement en direct. Évidemment, je vais suivre ce qui va se passer aujourd'hui à l'audience à 4h30 à Las Vegas. Je vais suivre ça, je vais voir ce qui est possible de le faire pour l'avoir le plus direct possible. On en parlera évidemment demain matin, dans la chute, en introduction de notre émission. On va voir ce qui se passe lundi. On va voir où Smirnov va passer son week-end. Va-t-il passer le week-end à Las Vegas? Va-t-il passer le week-end libre? Va-t-il passer le week-end en prison? Va-t-il passer le week-end en fuite? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc cette affaire Smirnov est complètement folle, mais cette affaire Smirnov n'est que la partie visible d'un iceberg. Cet iceberg, c'est l'opération de manipulation organisée, guidée, planifiée depuis Moscou. Et c'est ce que je vais vous raconter juste après la pause. Voilà, je viens de regarder un petit peu vos commentaires sur le chat. Je sens que c'est une affaire qui vous fascine et elle est fascinante et elle est d'autant plus intéressante que ce que je vais vous raconter maintenant. Je n'ai aucun doute sur le fait que, même si les détails sont différents, les mêmes outils, les mêmes procédures sont en cours dans plusieurs pays européens pour tenter de faire tomber nos démocraties et de permettre à des alliés de Poutine d'arriver au pouvoir. Donc tout ce qu'on découvre aujourd'hui, tout ce que je vous raconte aujourd'hui et dans les prochains jours, et ce que je vais continuer à vous raconter sur l'affaire Smirnov, doit aussi vous servir d'outil pour analyser et comprendre ce qui se passe en France, par exemple, mais aussi très certainement en Belgique. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas, et dans d'autres pays. C'est vraiment important. Vous avez là je reparle au français, vous avez des élections européennes qui arrivent, vous avez des élections présidentielles qui arrivent, et Poutine a très bien compris que nous sommes nous sommes dans une guerre hybride, et elle se passe de différentes manières sur différents champs de bataille. Ça peut être dans l'espace, ça peut être des cyberattaques, ça peut être sur des champs de bataille physiques comme en Ukraine, mais il y a aussi cette dimension d'aller gagner la bataille dans les esprits, c'est tout ce qui est fake news, et aussi la bataille politique, qu'il faut ces hommes et ces femmes en place au pouvoir pour servir ses intérêts et laisser Moscou, laisser la Russie faire ce qu'elle veut. Donc
c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à l'affaire Smirnov, c'est aussi pour ça que la chute existe. N'oubliez pas que lors de la naissance de l'émission, je crois qu'on a fait la présentation genre le 20 décembre, je vous expliquais que au-delà de la chute de Donald Trump, c'était la chute de la démocratie US. Enlever ce mot US, c'est la chute de la démocratie en général. Donc gardez tout ça en tête. Donc, je ne vais pas vous raconter à nouveau tout ce que je vous ai dit il y a 2 jours sur l'affaire Smirnov et comment ça s'est passé, mais je vais vous demander de garder une date importante en tête par rapport à Smirnov. Les efforts de Smirnov de enfumer le FBI et leur donner ces fausses informations qui liaient Biden, Burisma, Biden père et fils, date de 2020, du printemps 2020, quelques mois avant l'élection. Dans la réalité, l'effort Smirnov, c'est une tentative parmi plusieurs de amener les États-Unis à valider cette fabrication, c'est le terme qui est utilisé dans le rapport du FBI, cette fabrication de la corruption de Joe Biden et de la plupart des informations que l'on a autour de Hunter Biden et Burisma. Au départ, ce qui est fou, donc ça c'est 2020, dans cette date-là, et souvent on le dit, mais on fait rarement le travail d'aller rechercher, l'agent du FBI raconte que c'était public, on savait que Hunter Biden travaillait pour Burisma. Et je vous ai expliqué la dernière fois que les efforts de Biden étaient anti-corruption pour faire tomber Victor Shokin qui justement ne faisait pas son travail de procureur et d'enquêter contre la corruption. Il faisait exactement le contraire. Et la manière dont ça a été présenté, et c'est toujours présenté par la complosphère, c'est que Biden est allé virer Shokin parce que justement il enquêtait sur la corruption. Il faisait le contraire. Et j'ai voulu remonter en recherchant, et je suis persuadé qu'il y en a d'autres, mais à un article qui date de 2015. 2015, New York Times, à l'époque, l'affaire Hunter Biden n'existe pas encore. Et on a une série d'articles, donc New York Times, un article de James Risen qui date donc de 2015, qui raconte que Hunter Biden, on va voir à mesure que Thomas vous montre les extraits, vient de rejoindre Burisma. Et l'article est pour souligner les difficultés, un petit peu comme tout à l'heure l'affaire Fannie Willis, d'optique que cela représente pour Joe Biden, qui à ce moment-là est vice-président, il n'est pas candidat, il est vice-président de Barack Obama. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'article débute pour rappeler que Joe Biden était à Kiev le dimanche d'avant pour avoir plusieurs réunions avec des pays, avec des leaders, des responsables judiciaires, des banques, etc., en Ukraine, pour les encourager d'être plus agressifs dans leur combat contre la corruption. Aujourd'hui, dans le mensonge de ce fantasme de cette affaire Biden, c'est pas un fantasme, dans ce mensonge de l'affaire Biden, c'est exactement le contraire qui est raconté. 2015, Joe Biden est en Ukraine pour demander aux Ukrainiens de faire encore plus pour la corruption. Et le journaliste, et je vous ai mis ça en avant parce que, waouh, il y a des journalistes, quand même, ils méritent des prix quelques années après. Parce que tout ce que va raconter le journaliste dans son article en 2015, en fait, va devenir une réalité. Il explique que le fait que
Biden a ce discours très clair et sur la lutte contre la corruption et entaché, du coup, sa crédibilité est entachée parce que justement, Hunter Biden, depuis quelques mois, 45 ans, depuis 2014, donc ce n'est pas une information secrète, depuis 2014, parce que ça aussi c'est présenté par les complotistes comme une information secrète, depuis 2014, il travaille pour Burisma. Il a rejoint le board, c'est un ancien lobbyiste et avocat à Washington, Hunter Biden, et donc depuis 2014, il travaille pour eux. On va sur l'extrait suivant, Thomas, merci. Donc oui, il y a même une vidéo dans le titre et Biden qui insiste avec urgence l'Ukraine à se battre contre la corruption. Hein, on est avant toute la naissance des affaires où maintenant on dit exactement le contraire. C'est ça ce qui est intéressant d'aller pouvoir accéder et visiter des archives. Et donc le journaliste demande à l'attaché de presse de Biden, de Joe Biden, sa position sur le fait que Hunter Biden travaille pour Burisma. Et là, avec le recul, on se dit, c'était son Alina Habba, l'attaché de presse, parce qu'elle explique que donc, c'est le paragraphe du bas, que Hunter Biden est un citoyen privé, c'est un avocat, que le vice-président n'a rien à voir avec son implication de la compagnie, qu'au contraire, il a depuis des années, il insiste pour que l'Ukraine s'empare de la constitution, de sa part des affaires de corruption, et que c'est la seule chose qu'il a en tête, et en train de demander qu'il y ait encore plus d'enquêtes sur ces affaires de corruption. Et donc pourquoi je parle de moment Alina Habba? Parce que peut-être qu'à ce moment-là, du côté du bureau de Joe Biden, qu'il pense ou pas à une réélection, sans même penser que Vladimir Poutine, lui, va comprendre l'intérêt de cet article-là, sans même cette dimension-là, de se dire, en termes d'optique, c'est gênant. C'est gênant de avoir mon fils qui travaille pour une compagnie auquel Londres reproche justement des malversations financières. Même si il fait ce qu'il veut, c'est mon fils, politiquement, il y a un problème. Et personne ne le voit. Personne ne le voit dans l'entourage de Biden. On continue. Et donc, ils vont interroger un ancien, c'est la conclusion, elle est folle, la conclusion d'un ancien ambassadeur justement en Ukraine. Et il dit, j'espère que quelqu'un au niveau du bureau du vice-président, au bureau de Joe Biden, a fait due diligence, a fait son travail d'enquête sur ça avant de donner son feu vert à ce que Hunter Biden travaille. Et donc, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Et il dit, ça serait d'autant plus dommage que personne n'est allé vérifier parce que justement, contre la corruption, le vice-président Biden a fait du sacré bon boulot. Il dit, mais bon, j'espère que quelqu'un est allé faire ce travail de vérification. Et quelqu'un n'est pas allé faire ce travail de vérification. Donc ça, c'était en 2015. Et 3 ans plus tard, tout ce qui est dit dans cet article commence à venir germer dans les cerveaux des services de renseignement russes pour aider Donald Trump. Je vous en parle tout de suite, après une petite pause.
Donc en 2018, les services de renseignement soviétiques qui ont déjà aidé Trump en 2016, sous au minimum une forme d'ingérence dans le processus électoral américain. On avait fait une émission assez longue sur le dossier russe de 2016, et vous verrez que par rapport à ce que je vais vous raconter maintenant, il y a des rapports avec tout ça. Et donc, les Russes ont besoin, en 2018, d'approcher Donald Trump. Et approcher Donald Trump, comme depuis certains témoignages dans l'affaire des faux documents de Mar-a-Lago, et entre autres de cet industriel australien, nous le raconte, la manière d'approcher le plus simplement Donald Trump, c'est d'agir à deux niveaux. La première, c'est d'attirer son attention par l'argent. Et donc, en mai 2018, 2 citoyens d'Ukraine, mais nés lorsque l'Ukraine était une province de l'Union soviétique, de l'URSS, Lev Parnas et Igor Fruman font un don de 325 000 dollars au comité de réélection de Donald Trump. Depuis, ils ont fait de la prison parce que, en tant que citoyens non américains, ils n'avaient pas le droit de donner de l'argent, et qu'en plus de ça, cette somme-là dépassait les montants à donner. Dans tous les cas, ce don de 325 000 dollars fait que ils sont mis en avant par les conseillers de Trump en disant tiens, ce sont des personnes qui sont dans l'immobilier, Parnas et qui sont dans Freeman, qui sont dans l'immobilier en Floride, en disant tiens, potentiellement ce sont d'énormes qui peuvent devenir d'énormes soutiens financiers pour nous, donc ils méritent un traitement particulier. Ce traitement particulier fait que ils vont être reçus à la Maison-Blanche par le président. Trump va leur serrer la main plusieurs fois lorsqu'il va les rencontrer lors de soirées où ils seront là, de soirées pour justement lever encore plus de fonds. Premier niveau. Et deuxième niveau, les deux, Parnas et Fruman, vont rejoindre Mar-a-Lago. À Mar-a-Lago, c'est Mar-a-Lago nid d'espion, c'est la meilleure manière pour approcher Trump. Et puis, pour être certain d'avoir l'oreille de Trump, ils vont se tourner vers la personne qui, à ce moment-là, a justement le plus d'influence sur Trump, qui est l'avocat de Donald Trump, et qui est Rudy Giuliani. Et Parnas et Fruman vont verser $1,5 million pour du consulting à Giuliani pour devenir l'ami de Giuliani. Et à travers Giuliani, de parler à Donald Trump, à exercer de l'influence sur Donald Trump. Et c'est pour ça que, par exemple, Giuliani va les inviter à ce qu'il les accompagne lors de la cérémonie funèbre de George Bush, président des États-Unis. Giuliani va y aller avec ses 2 meilleurs amis. Et donc, au bout d'un moment, quand les 2 meilleurs amis, encore une fois, si vous avez regardé de l'argent et du sang, vous devez penser à plein de choses. En tout cas, moi, je l'ai quand je pense à tout ça.
Donc, Giuliani tombe sous l'influence de ses deux meilleurs amis et à un moment, les deux meilleurs amis commencent à parler politique d'une certaine manière. Et la politique dans l'année 2018, c'est la préparation du rapport Mueller sur justement les accusations d'ingérence et de collaboration entre la campagne Trump et les services de renseignement russes. Et donc, la première mission de Parnas et de Fruman est d'aller proposer à Giuliani d'aider Trump sur les accusations que l'on pense que Mueller va faire de collusion entre Moscou et la campagne Trump. Il y a un enregistrement audio d'une conversation où Trump est présent, qui existe, où un des deux, je pense que c'est Fruman, qui explique que la première chose à faire, c'est en Ukraine de virer l'ambassadrice parce que elle empêche la remontée de documents qui démontreraient que il n'y a pas eu de collusion, mais qu'au contraire, c'est plutôt les démocrates qui travaillaient avec les Russes. Donc c'est la première fois que l'Ukraine arrive au rapport. À ce moment-là, il n'est pas encore question de Hunter Biden, il n'est pas encore question de corruption de Joe Biden, mais de défendre Trump par rapport aux accusations à venir de l'enquête de Mueller. Je vous rappelle que quand Trump a su que Mueller était en train d'enquêter sur la collusion avec la Russie, sa première réaction a été de dire « on est cuit ». Je vous le dis en version soft pour pas être censuré par YouTube. Et donc, à partir de ce moment-là, Giuliani, Fruman et Parnas vont partir ensemble plusieurs fois en Ukraine, où Giuliani apparaît comme étant et se présente comme étant l'avocat du président des États-Unis, ce qui lui permet d'ouvrir toutes les portes possibles. Et peu à peu, ces opérations de recherche d'informations pour aller contre Mueller se transforment en recherche d'informations pour décrédibiliser Biden, qui en 2020 s'annonce comme être le candidat contre Donald Trump. Ouais, donc nous sommes à la fin de l'année 2018. Giuliani est de nouveau en voyage en Ukraine, babysitté par deux personnes qui sont très certainement en mission eux-mêmes, peut-être contrôlés sans le savoir, et c'est souvent le cas, c'est de plausible deniability, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement des agents du KGB, par exemple, ou des services de renseignement, c'est plus KGB, mais des services de renseignement russes, mais ils sont eux-mêmes manipulés par d'autres personnes pour ne pas exposer directement la source. Et donc, fin 2018, ils partent en Ukraine, et l'affaire Hunter Biden va naître suite à ce voyage. On fait une petite pause.
Donc vous l'avez compris, merci Martin là qui nous disait que c'est que rien. Merci Frédéric, excuse-moi, merci Frédéric déjà pour ton soutien et qui nous dit qu'aucune série judiciaire, politique ou d'espionnage Netflix ne pourra rivaliser avec la chute. Non, c'est vrai, c'est complètement fou. On revient à nos moutons, du moins on revient à Parnas, Fruman et Giuliani. Donc, fin 2018, ils partent en Ukraine. À ce moment-là, gardez-le en tête, Smirnov, 2020, n'a toujours pas existé dans ce dossier. Il a parlé pour la première fois en 2017 à son agent traitant en soulignant ce qu'on savait, vous avez vu l'article du New York Times, que Hunter Biden travaillait pour Burisma, mais c'est tout. Il n'en parle plus pendant 3 ans. Ok, il faudra attendre mai 2020 pour qu'il en parle. N'en sommes pas encore là, nous sommes à la fin de l'année 2018 et l'année 2019, alors que tous les efforts de Trump sont désormais vers sa réélection en 2020, que la politique internationale de Moscou et entre autres l'annexation de l'Ukraine est liée à la réélection de Donald Trump et sa volonté dans un deuxième mandat d'arrêter de soutenir l'OTAN, il faut accélérer les choses. Janvier 2019. Los Angeles. Le FBI, vous allez voir, Smirnov, ça va vous rappeler quelque chose. Le FBI est approché par un de ses informateurs. Cet informateur, dont le nom de code est Rollie, R-O-2-L-I-E, informations que je vais vous raconter qui ont été publiées cette nuit par Business Insider, confirmées par de multiples sources, qui va même aller jusqu'à publier une photo. Ils ont discuté avec ce Rollie. Donc ce Rollie est né dans une province de l'URSS et avant de s'installer aux États-Unis, d'obtenir sa nationalité américaine, Rollie, dont le nom n'est pas encore public, a travaillé pour le KGB. Rollie a travaillé pour le KGB. En 2019, en janvier 2019, il rencontre son agent traitant, comme Smirnov a rencontré son agent traitant 1 an après. Il rencontre son agent traitant à Los Angeles en lui remettant un dossier, en lui disant, voilà, j'ai une bombe, ce dossier, c'est la preuve que Hunter Biden et surtout Joe Biden sont corrompus dans le cadre de l'affaire Burisma. C'est exactement, à quelques détails près, les accusations que 1 an après, Smirnov va faire. D'accord ? Et donc, Rollie parle avec son agent traitant du FBI. Le dossier est constitué, Business Insider l'a obtenu, est constitué de différentes présentations, d'articles en russe, d'articles en ukrainien, de documents fabriqués, maintenant on le sait, d'accord ? Et le bureau du FBI va transférer ce dossier dans l'État du Delaware, où résident les Biden, pour qu'il y ait une enquête sur place, et à Washington. Donc vous voyez que on parle de distribution du poison. Le poison, FBI Californie, Los Angeles, envoyé à Washington, envoyé dans le Delaware. Un faux dossier. Donc c'est une manière comment on infiltre
des services de renseignement en espérant qu'à un moment ou à un autre, soit quelqu'un donne une crédibilité à ces informations-là, ou soit que ces informations, via une fuite, deviennent publiques, comme on l'a vu avec Smirnov, avec le 10-23, que les accusations figurant sur un document du FBI donnent un côté officiel à ce document et permettent à le Parti républicain de l'utiliser en faveur de Trump contre Biden. Donc, en janvier 2023, en janvier 2019, Rowley, il va revenir, vous allez voir dans l'affaire, Rowley fait sa première tentative d'enfumage du FBI, LA, Delaware, Washington. On arrive au 28 mars, sommes 2 mois après, le 28 mars 2019. Rudy Giuliani va rencontrer Pompeo. Pompeo, à ce moment-là, est un membre de l'administration Trump. Il a été le premier directeur de la CIA, de la CIA de Trump, et il est, à ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères. Donc tout ce qui est en Ukraine est sous sa responsabilité. Donc Rudy va voir Pompeo pour lui confier un dossier qui est dans des chemises en carton avec le logo dessus du Trump Hotel de Washington. Ça ne s'invente pas. Et qui est constitué de 2 choses. Il est constitué d'une interview de Victor Shokin, qui a été viré à cause de Biden, et qui donc accuse, c'est la naissance de cette contre-théorie, de ce mensonge, accuse qu'en fait il était en train de travailler sur la corruption et il a été viré pour ça, alors que c'est exactement le contraire qui s'est produit. Et le reste du dossier, c'est plus ou moins le même contenu que Rowley, ancien agent du KGB, a confié au FBI en janvier. J'espère que vous suivez, mais c'est vraiment extrêmement important. Donc, Rudy passe ce dossier à Pompeo en disant, voilà, maintenant il faut agir, il faut qu'il y ait une enquête. Quasiment immédiatement, Pompeo passe le dossier dans les services, et les services, et pourtant c'est de l'administration pro-Trump, revient vers Pompeo en lui disant, c'est bidon. Ce qu'il y a dans ce document, c'est bidon, c'est une fabrication, ce sont des théories du complot, c'est de la manipulation politique. Et donc, c'est un problème pour avancer la chose. Et donc, Rudy Giuliani, et derrière lui, les services de renseignement russes, ont plus que 2 options. Première option, Rudy Giuliani se tourne vers un journaliste pour l'aider. Journaliste, c'est un grand mot, qui s'appelle John Solomon. John Solomon, c'est celui qui utilise le fait qu'il travaille pour un site internet, il travaillait pour un site internet qui s'appelle The Hill, qui donne des informations en permanence sur ce qui se passe à Washington, où il a une chronique d'opinion. Il n'est pas journaliste, il a une chronique d'opinion, mais aujourd'hui c'est une des ambiguïtés d'utiliser le terme opinion pour avancer des choses comme si on était un journaliste. Le grand public ne fait absolument pas de différence. Et John Solomon a été utilisé depuis des années par Giuliani et par Trump pour propager
dans les médias en jouant cette étiquette de journaliste, journaliste d'enquête, journaliste indépendant, tous les mensonges possibles et imaginables. On va le voir en 2020, ça va être John Solomon qui va être mis en avant pour prouver qu'il y a eu un mensonge, que les élections ont été volées. En 2021, c'est John Solomon qui va mis en avant pour prouver qu'en fait le 6 janvier est une manipulation du FBI et du mouvement Antifa ensemble. Et donc John Solomon, c'est le gars de tous les sales boulots. Ce n'est pas la première fois que vous entendez son nom. C'est à lui que, avant de quitter, vous vous en souvenez, avant de quitter la Maison Blanche le 20 janvier 2021, c'est à lui que Donald Trump a fait apporter le fameux dossier russe sur 2016. Vous savez, ce dossier qui a disparu, dont personne ne sait où il est. Il n'est plus à Washington, il n'était pas à Mar-a-Lago. Ce dossier a disparu. John Solomon, à un moment, l'a eu. Et donc, Rudy Giuliani va voir John Solomon, lui donne le même dossier qu'il a donné à Giuliani, et Solomon va commencer à multiplier ses attaques dans The Hill. Donc le processus est simple. Aujourd'hui, il a un site, je vous le dis, parce que souvent, mais il continue à produire des fake news comme ça, que l'on pense être en avant, un site qui s'appelle Just News. Just News, c'est Solomon, d'accord? Donc lorsque vous voyez un article Just News, vous pouvez partir en courant de l'autre côté. Et donc, John Solomon va d'abord sortir, et c'est toujours en processus, c'est pour essayer de donner de la crédibilité à une fausse information. Il sort ses premières informations dans The Hill. Ah tiens, The Hill a sorti quelque chose, donc forcément c'est vrai. Et donc du coup, il est invité dans les médias, OAN, Fox News principalement, où il va faire des dizaines et des dizaines d'émissions chez Sean Hannity pour commenter ce qu'il a écrit dans The Hill. Pour Fox News, c'est de dire voilà, nous, c'est pas notre responsabilité. Juridiquement, on se protège, mais en plus de ça, c'est super sérieux parce qu'en fait, on reprend des informations qui ont été publiées par un collègue qui est par un média qui est, en plus de ça, qui a une bonne réputation. C'est la manière dont The Hill va se faire complètement manipuler. Et donc, il va sortir comme journaliste de The Hill, journaliste d'enquête, alors qu'il est un chroniqueur d'opinion, peu à peu, toutes ces informations de corruption. Première stratégie de Rudy Giuliani pour faire exister ce scandale alors que Pompeo lui a claqué à la porte. Mais c'est pas la porte au nez. Mais pour les Russes et pour Giuliani, ce n'est pas suffisant. Donc, en mai, Rowley, vous vous en souvenez, Rowley qui a tenté d'enfumer le FBI en janvier dernier, en janvier 2019, en mai, Rowley va profiter de la présence, c'est la photo que vous avez là, de la présence de Pompeo dans un dîner caritatif en Californie, à Los Angeles, pour aller le rencontrer. Le visage masqué, c'est Rowley, ancien informateur du FBI, agent du KGB. Et là, dans ce dîner, je vous jure, ça ne s'invente pas, il va lui remettre une clé USB où il y a le dossier Hunter Biden. Il y a le dossier Hunter Biden, le même que, plus ou moins, que Giuliani a remis avant, en lui disant, révélation de Business Insider, que voilà, c'est dossier secret ukrainien, c'est la preuve que Biden est corrompu. Donc c'est de montrer que c'est pour essayer de donner de la crédibilité aux informations qui ont été données par Giuliani. Donc voilà, entreprise de désinformation, plusieurs canaux, hein, on comprend bien. On essaye d'enfumer le FBI. On s'attaque au ministre qui est en charge pour donner un côté officiel
à tout ça. Et en plus de ça, on fait des démarches médiatiques. 15 jours après, parce que ça aussi, c'est une zone d'ombre qui reste à éclaircir, le laptop d'Hunter Biden, il faut le repasser dans la chronologie, c'est 15 jours après la rencontre avec Pompeo et Rowley que le laptop de Hunter Biden est découvert chez un réparateur et Hunter Biden l'aurait oublié du réparateur du Delaware. En juillet 2019, j'ai peut-être une erreur, donc peut-être en 2020, je m'en souviens plus. En 2019, c'est le fameux appel de Trump à Zelensky, qui a été fait suite aux démarches de Giuliani vers Trump. Donc on comprend comment les différentes étapes, les échelons de cette histoire. Parnas et Fruman rencontrent Giuliani et arrivent à corrompre Giuliani. À partir de là, Giuliani travaille Trump, arrive à le convaincre de la réalité de ce dossier-là, de l'existence de ces preuves-là, et Trump va être impeach, procédure en destitution, suite à son fameux perfect call d'A. Zelensky. Et donc, comme tous ces efforts en 2019 ne mènent pas à grand-chose, les Russes lancent une nouvelle approche, et cette approche-là, c'est Smirnov. Smirnov va aller donner un nouveau dossier au FBI, même processus que Rowley, son agent traitant, on donne des fausses informations, on promet plus. Il y a de nouvelles accusations à ce moment-là, lorsqu'on compare les deux dossiers, le dossier Rowley et le dossier de Smirnov. Dans le dossier de Smirnov, il y a un chiffre, il y a ces 5 millions de dollars, il y a soi-disant soi-disant des enregistrements audio où Biden parle de ce processus de corruption pour protéger Burisma. Et on espère que les mensonges de Smirnov, à un moment, vont être remarqués par et utilisés par les républicains. Et c'est, même si aujourd'hui, et c'est une des questions clés, on ne connaît pas la source qui a indiqué aux républicains qu'il existait le 10-23. Le 10-23, c'est la victoire des services russes. Excusez-moi. C'est ce que, en 2019, l'opération autour de Giuliani n'a pas permis d'obtenir. C'est le fait que ce document officiel du FBI devient une preuve et que cette preuve est utilisée par les républicains pour lancer une enquête procédure en destitution contre Biden, déstabiliser Biden et permettre l'élection de Trump en 2024, ce que les Russes n'ont pas réussi à faire en 2020. À tout de suite. Donc voilà, évidemment, on va continuer, je vais continuer à suivre ça. C'est un roman d'espionnage complètement passionnant.
qui devrait exister d'ailleurs autrement que via ces émissions. J'espère qu'un jour quelqu'un en fera un livre ou écrira un scénario. En tout cas, merci Thierry. C'est une histoire, et encore, on n'a pas tous les éléments, qui est complètement folle, mais qui est une histoire de déstabilisation, d'une tentative de déstabilisation d'un gouvernement, d'une démocratie. Et ce sont les mêmes ingrédients qui sont utilisés ailleurs. Donc cette attaque tout-terrain vers des politiques, vers les agences de renseignement, et l'utilisation de relais dans les médias, comme l'histoire de John Solomon. Ouais, c'est une dinguerie cette histoire, c'est une dinguerie de classe mondiale pour le coup. C'est certain, en tout cas j'espère que, je sais c'est extrêmement compliqué avec toutes ces dates, et j'essaye de vous faire des connexions dans l'espace, hein. Vous avez vu mes mains, voilà, ouais, c'est pire que c'était grave, non c'est bien pire en fait que grave, non c'est exactement ça. Je vous l'ai dit depuis le début, l'arrestation d'Alexander Smirnov, l'affaire Smirnov, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État qui est juste une partie de la plus grande affaire d'État qui n'a jamais existé aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose de colossal. C'est la manière, ça livre la manière dont Poutine essaye de déstabiliser nos démocraties. C'est vraiment à la fois intéressant et extrêmement, extrêmement préoccupant. Voilà. C'était notre édition spéciale de la chute. Je vais vous rappeler différentes choses avant de laisser la place à Cody, qui va faire. Vous avez été vraiment très sympa, très généreux dans vos soutiens à notre travail. C'est vraiment très apprécié, surtout lorsque l'on sort d'émissions marathon comme ça, parce que une émission marathon comme ça, c'est un marathon en direct, mais c'est aussi un marathon de préparation, vous l'imaginez bien. J'ai dû dormir peut-être 3 ou 4 heures depuis 2 jours pour pouvoir vous préparer, tout ça. Alors je sais, certes, je suis passionné, mais ce n'est pas raisonnable. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc c'est clair que tous vos mots et tous vos soutiens sont évidemment de la force que vous m'envoyez, que vous envoyez à Cody et que vous envoyez à Thomas. Donc merci, vraiment, merci du fond du cœur. C'est vraiment très apprécié. Des petits rappels avant de laisser donc la place à Cody. Si vous découvrez la chute, abonnez-vous via YouTube, cliquez sur la notification, on a des directs qui arrivent, et entre autres le direct de vendredi prochain à Fulton County dans l'affaire Fannie Willis, où on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on va voir ça. Merci Paolo pour ton super chat, c'est très apprécié, très sympa. Donc abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la sonnette de notification. Si vous voulez devenir un membre des chutistes et profiter de nos emojis, dont Jack Smith qui arrive, mais aussi lorsque vous êtes au Canada, je sais, c'est pour ça qu'on a créé ces niveaux-là. Vous m'avez demandé de faire autre chose que Kiss Kiss Bang Bang, parce que c'est compliqué et cher pour vous en étant étranger. Vous avez cette possibilité-là dorénavant via les chutistes. Vous avez différents paliers d'abonnement, vous voyez ça, et puis surtout allez voir notre page Kiss Kiss Bang Bang. Allez voir si ça vous intéresse de nous soutenir, de participer à notre chat Telegram sur les élections US, les affaires Smirnov et compagnie. Et comme après chaque émission, je vais vous rejoindre dans quelques minutes pour l'after de la chute. Puis ce que vous pouvez faire aussi, évidemment, c'est partager notre contenu sur les réseaux sociaux, parler de nous, mettez un pouce après l'émission, allez poster un commentaire, tout ça, ça aide énormément l'émission. Je disais à Thomas que je pense cette émission étant tellement riche, avec tellement de sujets différents, on va certainement, même si ça fait du travail en plus, de la découper en différentes parties
et à un moment ou à un autre, pas tout de suite, hein. Donc si vous voulez regarder le replay, pour l'instant c'est que cette forme-là, mais dans quelques temps on vous proposera une partie, une vidéo Fannie Willis, une vidéo Engoron, une vidéo Canon et une vidéo sur Smirnov, MAGA, Trump, Poutine et compagnie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous avez été très nombreux. Merci 3 CPR pour ton 3e ou 4e super sticker. J'ai perdu le compte. C'est vraiment toujours très sympa. C'était un bonheur d'être là avec vous, de lire vos documents, vos messages, moi de lire mes documents. Je vais évidemment suivre l'audience Smirnov à Vegas dans dans 2 heures maintenant. On se retrouve normalement demain, on va voir comment ça se passe, mais normalement demain pour parler de Trump, l'homme qui devait 500 millions. Si on n'est pas là demain, vous savez pourquoi, excusez-nous, on reviendra en début de semaine prochaine. En tout cas, voilà, c'était une édition spéciale de la chute. Merci Annelise pour ton message. Je vais laisser la parole à l'unique colis. Tiens, il est là d'ailleurs. Hop, le stickers. Je vais devoir les coller là en fait. Je pensais pourquoi les avoir sur la table, hein, nos petits stickers de la chute, alors que leur place est sur l'ordinateur. Donc en tout cas, je vais lui laisser la place. Il va vous remercier. Vous savez comment nos remerciements sont sincères et comment on tient à vous remercier personnellement après chaque émission. C'était donc une édition spéciale de la chute. À très vite. Bonsoir les chutistes, vraiment encore une fois merci, vraiment juste merci pour tout ce soutien dernièrement, c'est vraiment incroyable de voir comment la chaîne elle explose là. On devrait passer avec vous demain en direct les 12 000 abonnés, même si ce serait une belle surprise de se réveiller demain et de voir qu'on les a déjà dépassés, mais vraiment si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, ça nous aide énormément et mettez la clochette parce que on part en direct à n'importe quelle heure, n'importe quelle minute de la journée. Donc vraiment, mettez la clochette, abonnez-vous et mettez votre pouce. Et pour ceux qui nous regardent en différé, on voulait aussi vous remercier pour vos super chats et aussi pour vos commentaires. Ça nous aide énormément avec l'algorithme d'avoir ces commentaires et cette interaction avec vous. Donc merci beaucoup. Thomas, faisons les super chats s'il te plaît. Et je vois que je suis décoiffé un peu, mais c'est pas grave. On va commencer avec les 4 de 3 CPR, donc merci, merci, merci et merci. Domnul the Burator, tu vois, je ne l'ai pas encore comme William, mais un jour ça viendra. Guillaume, désolé, Maxime, merci. Et merci Maxime aussi pour ton super thanks de hier. Merci Thierry. Encore Maxime. JB Nitpou, Alrouin, Timo Gousse, Jean-François Roy, Rams, Daniel, Aline, Bruno, Jean-Claude, Germain, Alain, JP, Richard, merci beaucoup, Robert, Maxence, Jean-Marc, Marie, Frédéric, Mathieu, Yvan, Thierry, Joanne et Paolo. Donc merci, merci, merci. On se retrouve demain. Mettez la clochette, comme ça vous aurez la notification quand nous sommes en direct. Et en attendant, on se retrouve dans le chat Telegram de Kiss Kiss Bank Bank. Bonne soirée et à bientôt. C'était la chute.